Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de février et ce mois-ci j'ai lu 15 romans mais à l'intérieur il y a 2 abandons et il y a un graphique en plus, voilà, mais ça on va aller assez vite dans l'ensemble parce que de toute façon les abandons j'ai pas grand chose à dire si j'ai abandonné, quoique peut-être qu'il y a des choses à dire, je sais pas. Enfin bon bref, je vais pas m'étaler plus longtemps pour que ça dure pas 300 ans et puis bah c'est parti. Le premier livre que j'ai lu au début du mois, enfin que j'ai fini du mois de janvier, c'est Beast of Ruin de Ayana Gray chez Penguin. Donc là c'est en version VO, mais il est sorti chez De Saxus. J'avais adoré le premier tome, vraiment ça avait été un coup de cœur. C'est l'histoire de 2 adolescents, une qui est esclave et qui veut sortir de cette condition, et un jeune garçon qui veut devenir gardien d'élite dans la société dans laquelle ils vivent. Et en fait il va se passer quelque chose qui va faire qu'ils vont devoir s'allier tous les deux pour pouvoir retrouver le Shetani, qui est considéré comme un monstre qui vit dans la jungle à côté de la ville où on est. On est dans un livre aux affluences africaines, c'est hyper agréable, enfin, vraiment le premier tome a été un giga coup de cœur. Celui-là en revanche, j'ai été un peu déçue dans le sens où je me suis beaucoup ennuyée. J'ai trouvé pas mal de longueurs. Alors j'adore toujours autant les personnages, mais par contre c'est les longueurs. Ah bon, les longueurs, j'ai l'impression qu'il y a eu tout un moment du livre où en fait il ne se passait rien. Les 2 personnages que l'on suivait ensemble dans le premier volume, en fait ils sont séparés dans le deuxième, ils sont quasiment jamais ensemble, sauf vers la fin. On n'avance pas plus que ça dans la quête, enfin dans le truc qu'on devait résoudre dans le premier tome. Je pense que c'est un tome très introductif pour introduire le 3e et dernier tome, mais c'était pas une franche réussite franchement, donc j'ai acheté quand même le 3e tome pour voir comment ça conclut, parce que c'est tellement bête puisque le premier a été un coup de cœur. J'aimerais vraiment que le 3e soit aussi bien que le premier, on verra dans les mois à venir. Ensuite je couple deux titres. J'ai lu Un palais de glace et de lumière, donc le 3.5 de Sarah J. Maas dans la série ACOTAR, et j'ai lu aussi Un palais de flammes d'argent, donc qui est le tome 4 de la série ACOTAR, que j'ai enchaîné en lecture commune avec Manon Francini sur Instagram, et j'adore faire ça avec elle, donc je pense qu'on va continuer la même chose avec Christian City. Vraiment c'est génial. Concernant mes avis, plus le 3.5 c'est tout doux, c'est vraiment en fait le tome introductif du tome 4. C'est assez doux, c'est mignon, c'est calme, il se passe pas grand chose. On commence à nous présenter Nesta qui est au cœur du mystère du tome 4. En fait c'est elle la narrative principale du tome 4. Voilà, c'est très introductif, il se passe rien quoi, enfin voilà, il se passe pas grand chose, c'est très calme, voilà, il n'y a pas grand chose. Et ensuite le tome 4, en revanche là il se passe énormément de choses. On nous présente Nesta qu'on avait très peu vue, donc qui est la sœur de Fer, donc celle qu'on suit dans les 3 premiers volumes, et moi j'ai adoré suivre son évolution, sa reconstruction, la relation avec Cassian. Mais par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que Sarah J. Maas a un peu repris des éléments du début entre Fer et Rhys, et elle l'a un peu réchauffé pour le faire avec Nesta, parce que c'est un petit peu les choses que j'ai déplorées, enfin que j'ai remarqué surtout, mais ça m'a pas tellement dérangé finalement. Je pensais que ça allait plus me déranger que ça, et finalement bah pas tant que ça. Je l'ai remarqué, donc voilà, mais ça m'a pas empêché de passer un très bon moment de lecture. Et voilà, du coup je suis à jour de cette saga de Sarah J. Maas. Je vais pouvoir enfin commencer Christian City. Et vu le nombre de personnes qui me disent commence Christian City, commence Christian City, commence Christian City, là c'est le moment. Normalement là on laisse passer un petit peu de temps l'histoire de lire d'autres choses, mais on va continuer avec Manon, et j'ai très hâte de découvrir cette saga qui... bon, il paraît que quand même le premier tome est assez lourdingue au début quoi. Ensuite je groupe aussi 2 tomes, donc c'est les Chroniques de Bridgerton de Julia Quinn, c'est le tome 7 et 8 dans les éditions J'ai lu. Donc c'est le tome sur Hyacinthe et le tome sur Grégory. Le tome sur Hyacinthe, globalement j'ai plutôt bien aimé, mais il y a une chose qui m'a extrêmement dérangée, c'est la manipulation du love interest de Hyacinthe pour qu'en fait elle soit obligée de se marier avec lui. J'ai détesté ce passage là, je trouve ça horrible, ça fait partie des mœurs de l'époque, hein, mais je trouve ça absolument atroce de manipuler quelqu'un que tu es censé aimer pour arriver à tes fins. Pour moi c'est inadmissible, c'est pas possible. Donc quand je vous disais, je sais plus dans quelle vidéo, que j'aime bien, mais il y a des moments où j'ai envie de claquer les hommes, là clairement je l'aurais claqué, je l'aurais roué de coups pour qu'ils comprennent que ce qu'il a fait c'est absolument dégueulasse. Mais bon, voilà, je suis pas là
Enfin, c'est un personnage fictif quoi, je peux brasser du vent, taper dans le vent, hein, ou lui mettre des claques dans le vent. Mais voilà, j'ai pas aimé, c'est vraiment cette partie-là qui m'a vraiment dérangée. Et le tome sur Grégory, en revanche, j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. Mais je l'ai trouvé un peu plat par rapport à celui d'Hyacinthe où j'ai trouvé quand même la romance cohérente. Là je l'ai trouvé un peu plat et puis j'ai pas pu m'empêcher de me mettre à la place du love interest de Grégory. Et je me dis ça fait un peu second choix quand même. Voilà, je me dis à sa place je serais pas hyper à l'aise avec ce que fait Grégory. Donc je suis au tome 8, il me reste donc plus que quelques années plus tard et les trucs de Lady Whistledown. Donc en fait en gros j'ai conclu la saga principale entre guillemets. Et il me reste plus que des nouvelles et je pense que je vais pas acheter le livre, je vais lire directement sur ma liseuse parce que pas grand intérêt quoi. Ensuite j'ai abandonné Le Brouillard de Éric Simard. Alors c'était le dernier tome de cette saga jeunesse que j'ai lu quand j'étais petite où j'avais eu un énorme coup de cœur. C'est donc Le Souffle de la Pierre d'Irlande et je sais pas pourquoi ça l'a pas fait, c'était peut-être pas bon moment, je l'ai abandonné. Je connaissais déjà la fin, j'ai un vague souvenir de la fin donc ça me manque pas particulièrement. Je sais même pas en fait si je vais me relancer dans ce dernier tome en sachant que là je l'ai abandonné et que le tome 4 déjà avait été un peu laborieux parce que bah, c'est trop jeunesse pour moi. C'était vraiment un énorme coup de cœur quand j'étais jeune mais là ça passe pas. Donc je préfère arrêter les frais, tant pis c'était le dernier tome mais voilà, ça m'a fait terminer une saga mais un peu malgré moi quoi. Ensuite j'ai lu le tome 3 de Kéléana de Sarah J. Maas et j'ai adoré ce tome-ci, mais vraiment je l'ai adoré. Le tome 1 j'avais plutôt bien aimé mais sans plus, le tome 2 j'avais détesté, j'avais trouvé les réactions de Kéléana complètement idiotes, vraiment. Et le troisième tome il a rien à voir, vraiment il y a un twist qui est génial. Vraiment je l'ai adoré, je l'ai dévoré, je crois qu'en 24 heures il était terminé. Non vraiment, il était extrêmement chouette, le parcours initiatique était génial. Kéléana se transforme, les personnages qu'il y a autour sont vraiment géniaux. Tous les personnages se développent parce que du coup la force quand même je trouve de ce tome là c'est le développement des personnages secondaires. Non vraiment c'était génial, j'ai adoré ce tome-ci, j'ai hâte de lire le tome 4. Ensuite en audiobook, j'ai écouté Le Lys de Feu, le premier tome de... J'ai complètement oublié son prénom, de toute façon la couverture va s'afficher là ou là. J'ai essayé, parce que je l'ai vu, je savais pas quoi écouter, j'ai commencé ça. J'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire, vraiment j'ai mis beaucoup de temps, j'ai failli l'abandonner. Et puis il y a eu un twist à un moment donné qui a fait que mon intérêt a été complètement réveillé. Et là j'ai voulu aller jusqu'au bout, vraiment c'était super chouette. Le côté magie, enfin le système de magie est vraiment bien construit, les personnages sont bien faits, il n'y a pas de caricature, on retrouve les codes du young adulte classique, mais j'ai trouvé que c'était bien fait, l'intrigue était bien faite. La part de destin, il y a tout un questionnement autour du destin, autour de qu'est-ce que je peux faire de mes capacités, que j'ai trouvé super bien traité, que à mon avis on va continuer à traiter dans les autres tomes parce que là du coup c'est une quadrologie d'après ce que j'ai compris. Le tome 1 et le tome 2 sont sortis en audiobook déjà mais pas le reste. Voilà, j'ai juste hâte de découvrir le second parce que franchement c'était vraiment très chouette, j'ai passé un excellent moment de lecture. Ensuite j'ai lu en LC le tome 1, donc L'Empire du Vampire de J. Christophe chez De Sexus en lecture commune avec beaucoup de filles du Booksta. On s'est complètement toutes égalées. Hein. Bon, après c'est un peu la mission de la LC en règle générale, il y a toujours quelqu'un qui va trop vite ou il y a quelqu'un qui va trop lentement. Donc au final t'arrives jamais à parler quand t'es beaucoup trop. Bon bref. Donc c'est ce qui s'est passé, je crois que j'étais la première à terminer, j'ai un peu abusé, j'ai pas du tout suivi le rythme. Alors ce livre là, du coup j'en attendais énormément puisque comme vous le savez à force, Nevernight a été mon giga méga coup de cœur de l'année 2023 et donc c'est le même auteur. Donc j'en attendais énormément de ce titre là. Peut-être que j'en attendais trop. Donc au début j'ai été complètement déroutée parce que il y a un changement de temporalité. En gros il y a des livres et chaque livre il y a une temporalité différente. Donc en gros on fait que switcher. Le rythme est extrêmement lent. Il y a énormément de personnages, j'étais perdue. Vraiment au début j'étais là, je sais pas si je vais pas arrêter, je trouvais ça trop lent, etc. Et puis petit à petit, les choses ont commencé à se mettre en place, j'ai commencé à m'habituer aux prénoms des personnages, aux lieux, au changement de temporalité et là j'ai dévoré ma lecture. Il y a complètement des choses auxquelles je m'attendais pas du tout, c'était vraiment très très chouette. Donc pour ceux qui ne savent pas, L'Empire du Vampire c'est une histoire dans laquelle on suit Gabriel qui est un vampire spécial, c'est-à-dire c'est un demi-vampire
Et ils sont à la poursuite des vrais vampires, ceux de pur sang quoi, parce qu'ils ont fait tomber la non-nuit en fait sur le monde, et donc il n'y a plus le jour qui n'existe, et il n'existe plus, et le but c'est d'éradiquer du coup les vampires grâce à un saint graal, et c'est le dernier espoir de l'humanité. Et on suit en fait la narration de Gabriel au fur et à mesure de tous les événements pour qu'on comprenne là où on en est actuellement. Et donc j'ai très hâte de savoir la suite parce que la fin nous laisse présager un truc vraiment sympa, donc voilà, c'était très très cool, j'ai hâte d'avoir la suite, mais ça ne détrône pas Nevernight dans mon cœur. J'avais eu un coup de cœur pour le 1, un coup de cœur pour le 2, un coup de cœur pour le 3, déjà ça commence mal puisque lui ce n'est pas un coup de cœur. Mais bon, peut-être que le reste va le détrôner, je ne sais pas. Ensuite, j'ai lu Flamme du Destin de Serena Valentino, qui est donc le 10e tome des Disney Villains. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les Disney Villains, c'est en fait l'enfance des méchants, mais qui est un peu mêlée aux étranges sœurs qui sont présentes que là, qui n'existent pas dans les Disney actuels. Mais c'est ce qui fait le lien et le fil rouge entre tous les tomes de cette saga, donc il faut absolument les lire dans l'ordre. Là c'est celui sur Hadès, donc quel est le pacte qu'il a conclu avec les étranges sœurs. Il était vraiment sympa, quoique un peu court. J'ai trouvé que c'était un peu survolé et qu'il manquait des éléments. J'aurais aimé en savoir plus, en avoir plus d'ailleurs. Vraiment c'est le plus petit tome de la saga et ça se ressent, c'est très survolé, il n'y a pas de vrai développement, il n'y a pas d'intrigue à proprement parler. Bref, j'aurais aimé en avoir beaucoup plus, on verra avec le tome 11, et je crois que c'est Gaston le tome 11 d'après ce que j'ai compris. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ensuite j'ai lu Galante de V. Schwab, publié chez Lumen. Donc dans cette histoire on suit une jeune orpheline qui un jour va recevoir une lettre qui va lui permettre de retourner à Galante. Qui est donc son foyer, c'est son oncle qui lui a envoyé cette lettre, et donc elle compte retrouver sa famille. Sauf qu'en fait elle va arriver et la personne qui lui a envoyé la lettre, finalement elle n'est plus là, elle est morte. Et on veut pas forcément d'elle et elle comprend pas pourquoi, et en fait c'est rempli de mystères. J'ai eu beaucoup de mal avec ce titre là, d'ailleurs je crois que j'ai mis juste la moyenne parce que en fait même à l'heure actuelle je sais même pas vous dire si j'aime ou j'aime pas. Parce que il m'a pas fait ressortir d'émotion à proprement parler, j'ai eu aucune émotion en lisant, à part c'est bizarre. Voilà, c'est peut-être pas suffisant pour se faire un avis. J'ai trouvé l'intrigue trop succincte, pas forcément très développée. J'ai pas eu la sensation d'être prise dans l'enjeu et d'avoir vraiment envie d'avoir la fin. Là, je l'ai un peu terminé parce qu'il fallait. Et ouais, ça ne m'a pas transcendé. C'est pas mauvais hein, en soi. La plume est bien, c'est V. Schwab quoi. L'univers est bien construit, les personnages sont sympas, mais je sais pas, j'ai trouvé ça très froid et j'ai pas trouvé de raison particulière de m'attacher, de m'accrocher à cette histoire. Du coup c'était perturbant. En fait j'ai terminé ce livre là et c'était extrêmement perturbant parce que je ne savais pas quoi en penser. Et même à l'heure actuelle hein, je vous dis les choses, mais je sais pas si j'ai aimé, pas aimé, voilà, j'en sais rien du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un coup de cœur et que je pense qu'il ne va pas me laisser une trace indélébile dans le cœur. Mais voilà, je l'ai lu. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, ça fait partie des 12 livres recommandés par 12 Books sa copine. Et là, en l'occurrence, c'était Revue Livresque, qui est aussi sur YouTube. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos, si j'y pense. Là, c'est plus moi. Si j'y pense, pour que vous puissiez aller découvrir sa chaîne et ce qu'elle fait. Ensuite, j'ai terminé Magic Charlie de Audrey Alouette, publié chez Gallimard. J'avais adoré le tome 1, qui était presque un coup de cœur. J'avais détesté le tome 2, vraiment une horreur. Du coup, j'ai mis extrêmement de temps à sortir le tome 3 et ça n'a pas été très folichon. C'était mieux que le 2, mais je sais pas, ça a perdu son charme entre le premier tome et le deuxième, que du coup le troisième il m'a apparu un peu sans saveur. Je suis passée à travers sans comprendre vraiment. Ouais, c'est pareil, j'étais plus attachée, j'étais plus sensibilisée à leur histoire, j'étais plus à fond dedans, j'avais pas forcément envie de savoir la suite. Non, je suis sortie de la mitigée de la même manière, c'était une bonne lecture mais sans plus, c'est vraiment ouais, sans plus, voilà. Et j'ai trouvé ça dommage vu l'engouement que j'avais eu après le tome 1. Ce qui n'a pas du tout été le cas pour le tome 2, le tome 3, mais au moins c'est terminé. Une saga terminée de plus ce mois-ci, mais c'était pas transcendant. Ensuite j'ai lu Fourth Wing de Rebecca Yarros, publié chez Hugo dans la collection Romantasy. Alors,
Ce livre-là, je sais que tout le monde l'a lu à sa sortie, enfin il y en a énormément qui l'ont lu à sa sortie, il y a une hype absolument monstrueuse autour de ce titre-là. Je l'ai dévoré en 24 heures, il était complètement terminé parce que c'est addictif. Vraiment, alors je sais pas si je vous fais l'affront du résumé, parce que franchement vous l'avez tellement vu passer je pense ces derniers jours que peut-être pas nécessaire que moi je rajoute encore plus dessus. Mon avis général c'est que c'est un excellent bouquin pour passer un excellent moment. Par contre, enfin vous méprenez pas, c'est quand même un giga de coup de cœur. Hein. Mais si je le prends froidement, j'ai un peu la sensation que c'est un livre qui a été écrit pour faire vendre. Un peu un livre marketing, pas un livre qui a été fait pour le cœur, pour l'histoire, pour quelque chose. J'ai l'impression que Rebecca Yarros a pris tous les éléments qui fonctionnent actuellement en young adulte, en adulte, en imaginaire, qu'elle a tout mis à l'intérieur, qu'elle a fait un petit mélange et elle a super bien retranscrit ce qui fonctionne actuellement. Effectivement, ça a fonctionné, c'est un truc planétaire le truc. Donc de ce côté-là, si je le prends froidement, je me dis aïe, ça fait très marketing. Et la seconde chose que je lui reproche, c'est les personnages secondaires qui ne sont absolument pas développés. Et je trouve ça très dommage parce que ça peut permettre de tisser des liens. Ils sont programmés en fait, ils sont là en fait les personnages principaux, enfin les personnages secondaires pour assister la quête des personnages principaux. Enfin clairement il y en a un qui s'appelle Dante, il est juste là pour créer un espèce de triangle amoureux avec la personnage principale et son love interest. Liam c'est un peu un faire-valoir. Si on prend les choses vraiment froidement, c'est moi ce que j'ai repéré, ce qui m'a un peu déçu, mais j'ai quand même eu un coup de cœur sur le titre. Parce que je l'ai dévoré, parce que t'as toujours envie d'en voir la suite, parce que Violette était un personnage principal qui est complètement différent de ce qu'on peut voir d'habitude en fantasy. Elle est frêle, elle a pas forcément, elle est pas badass, voilà, mais par contre elle a un mental. En fait, tout ce qu'elle n'a pas dans le corps, elle le compense par l'intelligence. Et j'ai trouvé ça super bien fait, et avoir cette héroïne complètement différente a fait beaucoup de bien dans l'histoire, puisque c'est son originalité pour moi. Sachant que le reste c'est pas vraiment très original, elle a juste repris des trucs qui existent un peu partout. Et ça finit par un cliffhanger que j'ai adoré, que j'ai plus ou moins vu venir, mais qui fonctionne en fait, tout fonctionne dans ce livre là et j'ai adoré tout du long. Mais il y a des petites choses qui manquent, et pour que ce soit pour moi un vrai bon livre, c'est donc l'univers, enfin le côté marketing qui me plaît pas trop, les personnages secondaires qui ne sont pas développés, et après l'autre dernier reproche que je fais, c'est que la plume est un peu simpliste entre guillemets, mais elle fonctionne en fait, t'as tout le temps envie d'avoir la suite. Du coup, je sais pas si c'est un point mitigé ou un bon point, parce que même si je l'ai trouvé très simpliste, ben ça fonctionne. Voilà, t'as très envie d'avoir la suite, du coup je sais pas, voilà. Mais au moins mon avis est le plus complet possible si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure. Voilà ce que j'en pense. Ensuite j'ai lu Le Jardin botanique en SP de la part de l'autrice elle-même, donc Claire Hansen, donc en auto-édition. J'ai adoré ma lecture, vraiment la fin du mois elle a été très bonne au niveau lecture. J'ai eu un gros passage à vide avec que des lectures mitigées ou des abandons. Là franchement pépite. Alors c'est pas un coup de cœur, mais c'est hyper bien construit. Alors déjà le gros point fort, non déjà on essaye de se maîtriser. Maëlys s'il te plaît, le résumé. Dans cette histoire, on suit Judy qui maîtrise la magie, et elle fait de la magie à partir de sceaux, sauf que c'est pas comme ça que c'est fait à la capitale, et donc elle ne peut pas rejoindre le conseil des magiciens, mais elle rejoint le jardin botanique qui est une unité d'élite, mais elle a la sensation de pas trop avoir sa place. Et puis un jour elle va sauver l'élu, et sa vie va un peu basculer. Dans le même temps il y a Morgan, le frère du roi, qui va vouloir régler ses comptes avec son frère, et ça va créer toute une histoire autour où Judy prend sa place avec plein d'autres personnages. J'ai adoré ce livre là. Judy, alors déjà le premier point fort c'est la plume de l'autrice, qui est très poétique et très descriptive, mais pas trop lourd. Parce que souvent quand c'est descriptif, j'ai la sensation que c'est trop lourd. Là pas du tout, j'ai eu la sensation que c'était bien fait, bien amené. J'ai adoré suivre Judy, j'ai
eu un peu de mal à rentrer dedans, honnêtement. Par contre, une fois que j'ai été prise dans l'histoire, là c'était fini, je voulais savoir la suite. Il y a une petite romance qui s'installe, qui prend pas du tout le pas sur l'histoire, mais qui est super agréable, bien faite, attendue aussi. Les personnages principaux sont vraiment construits. Là, je parlais avant des personnages secondaires qui étaient un peu laissés à l'abandon, qui étaient juste là comme faire valoir. Là, c'est vraiment des personnages secondaires qui sont importants, où on commence à connaître petit à petit leur histoire, qui ont vraiment une place et un caractère défini, qui sont là vraiment pour quelque chose, et j'ai adoré ça. Il y a certaines choses qui sont très originales, des retournements de situation que je n'avais pas vus. Le système de magie est un gros plus dans cette histoire parce que assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Vraiment très chouette. Je lirai le tome 2 avec grand plaisir parce que c'était génial. Sans être un coup de cœur, c'était génial. J'ai adoré. Le deuxième livre que j'ai abandonné, c'est Les 7 morts de Evelyn Hardcastle de Stuart Hutton, que j'ai écouté en audio et je pense que j'ai loupé le début, ce qui a fait qu'après j'avais l'impression d'être complètement perdue. Et puis vu que l'histoire en fait de base c'est donc un monsieur qui se retrouve dans un château et tous les jours il revit la même journée jusqu'à élucider un meurtre, j'avais l'impression qu'on tournait un peu dans le rond, même s'il n'était pas dans le même corps, j'ai eu la sensation qu'on tournait en rond, donc j'ai quand même écouté bien la moitié je pense. J'ai fini par abandonner parce que j'avais pas d'intérêt, parce que là je suis en vacances et d'habitude en gros j'écoute les audiobooks sur les trajets pour aller à l'école, et d'habitude quand j'ai un livre en cours je le finis au début des vacances parce que j'ai vraiment envie d'avoir la suite. Là pas du tout, ça fait donc quasiment 2 semaines que je suis en vacances au moment où je tourne cette vidéo et j'ai pas du tout envie d'aller lire la suite, donc je préfère l'abandonner plutôt que de me forcer parce que ça veut dire que je n'ai pas d'intérêt, je n'ai pas envie d'avoir la suite, je n'ai pas envie d'avoir la conclusion de cette histoire. Donc voilà, autant passer à un livre qui me plaira plus. En parlant de livres qui me plaît beaucoup plus, Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda chez Olympe. J'avais déjà lu un titre de cette autrice, donc sous le nom de Chris Vulzevic. J'y arrive pas, voilà. J'ai essayé 36 fois, j'arrive pas. Qui a écrit donc Du thé pour les fantômes, que j'avais adoré, qui avait été l'un de mes one-shots préférés de 2023. Et donc j'avais très hâte de la découvrir dans un tout autre style, dans un tout autre registre. Donc là on est sur une romantécie, on suit Alba qui se retrouve sur une petite île qu'elle essaye de sauver. Et Alba c'est pas n'importe qui, elle a été bannie de la terre des génies. Et elle essaye de se reconstruire une vraie vie sur la Terre. Et sauf que elle a besoin d'une alliance particulière. Donc un jour, un émissaire de cet endroit va venir pour un peu mettre des menaces. Et ça part de là. Comment dire, la plume de l'autrice, c'est une tuerie, voilà. Je pense que je lirai un livre d'elle sans qu'on me dise que c'est d'elle. Je dirais que c'est d'elle. Parce que vraiment, elle a une plume tellement particulière, tellement reconnaissable, tellement poétique, tellement douce, tellement propre à elle, enfin vraiment c'est incroyable. Donc déjà ça c'est un gros point fort, et ensuite c'est les personnages. On suit Alba qui a plus envie d'avoir espoir, qui a plus envie de vivre des choses horribles, qui a plus envie de ressentir des émotions, et en fait tout le livre on va la voir se décomposer, s'enlever cette carapace, se dire peut-être que ça vaut le coup, peut-être qu'on peut avoir l'espoir, peut-être que ça vaut le coup en fait de vivre ces choses difficiles. Je me suis énormément identifiée à Alba pour pas mal de choses. Malgré que ce soit une femme qui a eu des pouvoirs magiques, non, je trouve qu'au niveau de son caractère, j'ai trouvé terriblement réaliste, vraiment c'était génial. Et alors les phrases de fin, oh là là, les 100 dernières pages, je pense que j'ai pleuré tout ce que j'avais. Et puis ensuite, le livre a recollé les morceaux petit à petit, un par un. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, puis après j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps de joie. Il m'a laissé un vide immense à la fin, j'ai eu un espèce de coup de cœur tellement monumental pour ce livre. Je savais plus quoi lire après, je savais plus quoi faire de mes 10 doigts. Vraiment j'étais dans un état de transe. Bon après il était hyper tard, je crois qu'il était 3h30 quand j'ai terminé ce bouquin. Parce que je l'ai lu pareil, en 24 heures, j'ai lu je crois 100 pages la première et j'ai fini dans la nuit le lendemain. Donc peut-être que c'est une histoire d'heure aussi, hein, mon émotion et tout ça. Mais vraiment lisez ce livre parce que... il m'a fait du bien tout en me brisant le cœur, en me faisant rire, en me faisant pleurer. La plume et les personnages, c'est vraiment le gros point fort de cette histoire. Oh non, c'est incroyable. Voilà, lisez-le s'il vous plaît, vous le regretterez pas. Et voilà, c'était un mois avec beaucoup de lectures mitigées quand même. J'ai pas eu de gros... Enfin, j'ai eu 2 abandons quand même. J'ai eu, je sais pas, 5 ou 6 livres mitigés. Et j'ai eu...
deux coups de cœur entre Porcelaine sous les ruines et Fourth Wing. Même si je pense que Porcelaine sous les ruines va rester the number one in my heart, you know. Voilà, il y a eu des très bonnes lectures, mais par rapport à mon mois de janvier où j'avais que des très bonnes lectures, vraiment c'était un mois incroyable. Là j'ai eu quasiment que des lectures mitigées en grande majorité et j'avais l'impression d'être maudite et d'avoir une malédiction quoi, il fallait que je compense mon mois de janvier. Enfin bon bref, voilà, j'espère que mars ça sera terminé, que je pourrai avoir des bonnes lectures et pas trop abandonner le livre aussi, ce serait pas mal. Bref, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner pour pas louper des prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous.